Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les étalons restent dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. Le 11 national a battu ce soir les écureuils du Bénin sur le score de 2-0. But marqué par Jonathan Pitroaba et Bertrand Traoré. Le gouvernement au grand complet s'est réuni ce mardi en conseil des ministres délocalisé à Dori. Nous serons en direct par téléphone avec Marguerite Douagneau pour en savoir davantage sur les grands dossiers qui ont été examinés par l'exécutif burkinabé. Battus 2-1 au match aller au Bénin, les étalons ont pris leur revanche ce soir au stade du 4 août en battant au match retour les écureuils du Bénin par le score de 2-0. Une victoire qui permet aux étalons de poursuivre les éliminatoires pour la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. Nous reviendrons en images sur ce match qui vient de s'achever dans nos prochaines éditions. Le nouveau président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a officiellement pris ses quartiers hier matin. Tontama Charles Milogo a pris les rênes de l'institution après avoir prêté serment. Il remplace à ce poste Martin Bako qui a passé 6 ans à ce poste. Le point avec Saratou Sissé et Nyarkiteda. Le nouveau président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Avant d'entrer en fonction, Charles Milogo prête serment en compagnie des nouveaux conseillers Soumaïla Ouedraogo. C'est au cours d'une audience solennelle de la cour d'appel de Ouagadougou. Devant des collègues, collaborateurs, amis et parents, ils jurent de bien remplir leurs fonctions en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale. Aussitôt, le président est installé dans ses nouvelles fonctions et l'ingénieur d'État en électronique, option télécommunication, mesure déjà la tâche à lui confier. Il va falloir que nous renforcions donc la collaboration des différents acteurs, être à l'écoute de ces consommateurs, prendre en compte leurs attentes, bien entendu, et suivre donc avec les opérateurs. Toute chose qui passe par la capitalisation des acquis. Car il y a des acquis certains, a dit le secrétaire général du Premier ministère qui, par la même occasion, a félicité le président sortant, Martin Bako. Avec son équipe, il a travaillé à assainir le milieu des communications électroniques et des postes et améliorer au quotidien la qualité des services, selon Yuma Zerbo. Le président sortant, tout en se félicitant du travail abattu, invite ses ex-collaborateurs à travailler avec le même dévouement avec le président entrant pour faire de l'ARCEP une institution au service des populations. Le gouvernement de la transition a tenu ce mardi un conseil des ministres délocalisé à Dori. Nous sommes en direct par téléphone avec Marguerite Douagneau, notre envoyée spéciale pour suivre ce conseil des ministres qui a débuté vers 17h. Bonsoir Marguerite, quels sont les grands dossiers qui ont été étudiés par les membres du gouvernement? Bonsoir Aboubakar Sognon. Le Conseil des ministres, comme vous l'avez si bien dit, se tient en ce moment même à Dori. Je dis bien que le Conseil des ministres se tient parce que les ministres sont toujours en salle en ce moment-là. C'est depuis 15 heures donc que les ministres sont entrés en salle pour le début de ce Conseil des ministres. Il faut dire la journée a été quand même assez longue pour les membres du gouvernement. Pourquoi je dis cela? C'est parce que le matin à 9h, le Premier ministre et tout son gouvernement étaient à Essakan pour une visite donc, de la mine d'or. Ils ont ensuite fait un tour à Falangoutou pour écouter l'histoire donc du géant Bamoué. Et c'est après cette tournée donc que les ministres sont directement allés à la salle polyvalente donc pour ce Conseil des ministres.
qui se tient toujours, comme je l'ai dit. Et parmi les dossiers qui seront examinés aujourd'hui, on a le décret portant conditions d'organisation des concours du personnel des corps des greffiers. Il y aura également le décret portant définition des infractions et fixation des sanctions administratives applicables en matière de partenariat public-privé et l'état d'avancement du processus de préparation du pôle de croissance du Sahel, donc. Et puis, il y a un projet de loi portant sur le bail d'habitation privée au Burkina Faso qui sera examiné lors de ce Conseil des ministres. Et puis, on a un décret portant protection du domaine scolaire, également sur la table du Conseil des ministres ce mardi à Dori ici. Le décret portant création des titres de qualification professionnelle sera également examiné aujourd'hui. Et puis, enfin, la situation des agents de la fonction publique qui n'ont pas progressé dans leur carrière du fait de l'absence de concours professionnel. C'est un dossier qui sera examiné par le Conseil des ministres de ce jour. Nous espérions en tout cas avoir les différents ministres concernés par ces dossiers-là pour juste recueillir leur avis avant le compte-rendu du Conseil des ministres. Mais je pense qu'il va falloir patienter encore un peu parce que les ministres sont toujours en travaux à Boubacar. Merci à vous, Marguerite Douanier, pour toutes ces précisions. Nous restons dans le Sahel burkinabé. Le taux de scolarisation dans cette région du Burkina Faso fait partie des plus bas du pays. Écoles sous paillotes, déperditions liées à leur paillage et faible mobilisation des communautés autour de la question éducative. Et ce sont là les sujets qui handicapent le système éducatif dans la région. Les populations, elles comptent sur les futurs dirigeants pour combler ce retard dans ce domaine. Le point avec Kader Savadoro et Abdelaziz Yagibou. Urgemment. La région du Sahel compte à ce jour plus de 400 classes sous paillotes. Dans certains établissements, comme ici à l'école primaire Dori D, les salles de classe ont du mal à contenir les élèves dont les effectifs se révèlent être pléthoriques. La progression démographique dans cette partie du Burkina n'est pas toujours accompagnée d'une politique soutenue en matière d'infrastructures éducatives. L'autre difficulté qui freine l'accès et le maintien des élèves du Sahel dans le système éducatif, les frais de scolarité. C'est cher, c'est parce que c'est cher que les parents n'arrivent pas à payer ces frais de scolarité. Alors, pourquoi ne pas baisser le prix de l'éducation ou même aller au-delà de cela, rendre l'éducation gratuite? Même si les lignes ont bougé ces dernières années, avec un taux brut de scolarisation qui est passé de 49% en 2013 à 52% cette année, les défis à relever restent énormes. Il faut aller au-delà des obstacles en passe d'être levés, tel le déficit de personnel, pour placer le curseur sur d'autres points de blocage. L'une des solutions pour notre éducation, c'est la mobilisation sociale. Réussir à mobiliser les communautés et à les impliquer sur les devenir de l'éducation. Il faudra qu'on parvienne par exemple à une cantine endogène. Si on parvient à une cantine, si aujourd'hui on demande aux populations de prendre en charge l'alimentation de leurs enfants à l'école, est-ce qu'elle est prête? La baisse progressive de la qualité de l'enseignement, des écoles sans hygiène, sans sécurité ni charge en ce qui concerne les soins de première nécessité sont autant de maux dont souffre le système éducatif aussi bien au Sahel que dans pratiquement toutes les régions du Burkina et pour lesquelles les futurs dirigeants du pays sont interpellés. Pendant que la campagne électorale bat son plein dans certaines localités du Burkina Faso, l'information n'est pas reçue en temps réel. C'est le cas de Djibasso à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Dans cette commune, il faut être d'un certain rang social pour avoir des nouvelles du pays. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Djibasso dans la province de la Kossi. Dans cette commune rurale située à 20 km du Mali, s'informer à travers les médias publics paraît très difficile. La couverture de cette localité par les chaînes nationales n'est pas encore effective. L'information, elle nous parvient un peu difficilement, parce que nous n'avons pas de radio, la télé, elle est difficile à avoir. Les informations, c'est réellement les ondes, c'est ça qui nous parviennent plus. Seules quelques personnes nantis arrivent à prendre connaissance des nouvelles du pays grâce aux antennes paraboliques, comme ici, chez Bakary Dambélé. Tout le monde n'a pas de télé ici. Pour regarder à la télé, il faut déplacer pour aller chez quelqu'un qui a la parabole, pour aller regarder là-bas.
Pour bon nombre d'habitants de Djibasso, cette situation est déplorable, surtout en ces périodes électorales. Il y avait la télé, sincèrement, on allait en tout cas comprendre, ne serait-ce que le programme de société des candidats. Et parce que c'est par rapport à ça, les gens doivent quand même voter un tel ou tel candidat. C'est dommage. Il y avait la télé et que c'était accessible à tout le monde. Je vois que ça peut beaucoup conscientiser les gens parce que à notre niveau ici, les gens sont là, mais voilà. Ceux qui sont réellement informés, ceux qui sont au parfum des choses, sont très peu nombreux. Néanmoins, la population de Djibasso reste confiante. Elle garde la conviction que ces doléances seront prises en compte par le futur locataire de Kosiam. Les habitants de Kwere, localité située à 50 km de Batié, se sentent également exclus de cette campagne électorale. Les affiches des partis politiques sont quasiment inexistantes dans la commune et les populations s'informent du déroulement de la campagne électorale à travers les médias ghanéens ou ivoiriens. Isiaka Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. Difficilement accessible, Kwere est une localité située à 50 km de Batié. Cette commune frontalière avec le Ghana et la Côte d'Ivoire semble être mise à l'écart de la campagne électorale à entendre les habitants. Selon eux, aucun candidat n'a pu pour l'instant venir dérouler son programme dans cette commune rurale. On n'a pas vu quelqu'un venir de là-haut pour venir dire quoi que ce soit de la campagne. C'est dans les radios des pays voisins, ou bien dans les télés des pays voisins, tels que la Côte d'Ivoire et le Ghana, puisque nous on ne gagne pas de RTB ici. Donc si tu prends ça, tu entends souvent que les Burkinabés sont en campagne. C'est vague. Les affiches à l'effigie des candidats sont peu nombreuses et certaines rappellent la campagne électorale d'autres pays. Et visiblement, le peu d'informations glanées par-ci et par-là à propos des candidats ne permet pas à certains de les identifier clairement. Les noms m'échappent. On dit que Rock était Christin Diabré. Mais moi j'ai oublié d'autres là. Que Zibren Diabré, voilà. Or, les 1628 électeurs de cette localité espéraient saisir cette opportunité pour soumettre leurs préoccupations aux postulants du pouvoir, à commencer par le désenclavement et la sécurisation de la zone. Si le président pour nous aider avec la voie, avec de l'eau, pour nous c'est équal aussi. Que les présidents sont de nous, que les présidents savent que nous aussi nous voulons nous sentir burkinabés. On veut être aussi au Burkina. Voici, on n'a pas la télé ici, on n'a pas la radio. Pour avoir les informations de notre propre pays, il faut peut-être payer Canal. S'il faut payer toi-même ta propre, les infos de toi-même ton propre pays, c'est difficile. Pour notre part, nous souhaitons qu'il apporte la cohésion et la paix dans le pays. De Batié, il faut 3 heures de temps pour parvenir à Kwere, la route étant parsemée de cailloux et de nids de poules. En plus des problèmes liés à la couverture médiatique de certaines zones, il y a ceux liés à l'enclavement des localités. L'état des routes dans plusieurs régions laisse à désirer. Le constat dans la région du Nord avec Jean-Hugues Bayala et Draman Dadia. Nuage de poussière. Nous sommes sur l'axe Yakotougan. Et c'est ainsi à chaque passage du cortège des candidats à la rencontre de leurs militants des villes et campagnes. Ce qui fait des mécontents, à l'image de cette riveraine au secteur 12 de Waïguya. Nous souffrons vraiment avec l'état de la route. Et puis, il y a trop de poussière, vous voyez. Les politiciens pourtant nous promettent chaque fois d'arranger la voie si nous les votons. Mais ils ne tiennent jamais promesse. Outre la poussière, la plupart de ces routes communément appelées voies rouges sont truffées de nids de poules et en état de dégradation très avancé par endroits, comme ici sur le barrage de Tougou, sur l'axe Waïguya-Titao. Là où est le barrage, là en tout cas c'est pas bon du tout. Oui, c'est très dangereux. Nous leur demandons sincèrement de voir ça. L'état de la voie là n'est pas du tout praticable. Donc ça fait que les usagers de la route, on ne peut même pas aller. Voilà, donc si l'État peut
faire quelque chose pour nous. Et ces usagers espèrent que leurs préoccupations trouveront solution avec ceux-là qui seront élus le 29 novembre prochain. Et justement, le 29 novembre prochain, en plus du président du Faso, les Burkinabés éliront aussi les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Seulement, le rôle des parlementaires n'est pas bien perçu par certains électeurs qui attendent de la résolution de leurs préoccupations quotidiennes. C'est le constat fait à Tenkodogo par Désiré Ilboudo et Pascal Kané. 72 heures après le lancement officiel de la campagne pour le compte législatif du 29 novembre, les candidats se font timidement attendre à Tenkodogo. Des affiches appelant à voter pour les partis en liste sont visibles ça et là, mais les grands rassemblements sont plutôt réservés à la présidentielle. Pour l'initiative, là, c'est un peu mou, hein. On les voit seulement au niveau des présidentielles. Mais je me dis que tout le fait que commence, puisque les législatives n'ont démarré qu'hier seulement. Donc, ils sont là-dessus, je crois que ça va aller. Voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale, ce sont là des rôles dévolus traditionnellement aux députés. Mais pour bon nombre de citoyens, le député est plus que cela. C'est un agent de développement local. Les députés le rôle des députés, ce sont les gens qui peuvent soutenir le pays. Si un bon député ne connaît pas le prix d'un sac de riz, et puis ils sont là en train de voter des lois pour rien, je ne pense pas que c'est un bon député. Pour moi, un bon député, c'est celui-là qui sait comment la population vit. Voilà, le niveau de réalité des populations. Voilà. En réalité, il faut reconnaître que c'est un peu difficile. Parce que il est un peu difficile pour un député de pouvoir développer sa localité. À moins qu'il n'ait d'autres, en tout cas, partenaires qui puissent venir en aide afin qu'il puisse pouvoir développer sa localité. Sinon, c'est un peu difficile. Les 2 semaines de campagne devraient donc servir aux candidats de solliciter les votes des électeurs, mais aussi leur expliquer clairement le rôle du député. C'est là afin d'éviter les attentes démesurées. Nous allons à présent tenter d'avoir plus d'informations sur le match entre le Burkina Faso et le Bénin qui vient de s'achever au stade du 4 août avec Lassina Ouattara. Lassina Savadoro, bonsoir. Bonsoir. Alors, on peut dire que les étalons ont pris leur revanche ce soir. Oui, on peut le dire. Au vu du score, les étalons ont battu les écureuils du Bénin sur le score de 2-0. Vous connaissez déjà le score du match aller. On avait perdu à Cotonou sur le score de 2-1. Sur l'ensemble des 2 rencontres, les étalons sont qualifiés. Donc, pour le 3e tour, pour vous dire la vérité, ça a été difficile. Ça a été très difficile ce soir au stade du 4 août. C'est vrai, grâce à Jonathan Putrapa, les étalons ont obtenu un penalty en première période, transformé par le même Putrapa. À 1-0, on pensait que les choses étaient faites et que les étalons allaient dérouler les jeux. C'était mal connaître ces Béninois. Ils ont véritablement montré un autre visage. Ils ont possédé le ballon, ils ont poussé les étalons à reculer. Et pendant 15 minutes dans la première période, on a souffert. On a souffert le martyre. Heureusement que l'arbitre algérien a sifflé la pause. Au retour des vestiaires encore Boubacar Sagnon, c'était difficile et la libération est arrivée dans les derniers moments, presque à la 65e minute, grâce à Bertrand Isidore Traoré, qui était transparent d'ailleurs dans cette rencontre. Il nous a fait une de ces spécialités-là. Donc 2-0, on a pu souffrir enfin. Et puis un autre élément dans ce match, c'était l'incident qui a eu entre Bertrand, non pas Bertrand, le grand frère de Bertrand, il s'agit de Alain Traoré, l'entraîneur Genotron. Un incident donc qui a empêché finalement l'attaquant de Lorient de monter sur la pelouse parce qu'il a estimé qu'il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt. L'entraîneur l'a fait traîner et il n'était pas content. Finalement, Genotron a pris ses responsabilités. Il a finalement assis sur le banc et 2 personnes sont rentrées. On peut le dire à Boubacar Sagnon, 2-0, on est qualifié, mais que c'est difficile. Ok, merci à vous, Lassina Ouattara. Est-ce que ça veut dire donc quelle est la suite pour les étalons? Ils sont donc avec cette victoire qualifiés pour la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde Russie 2018. Oui, je ne sais pas ce que vous avez avec Lassina Ouattara. Vous aimez tellement ce Lassina Ouattara. Celui qui vous parle là, c'est Lassina Savadoro Boubacar Sagnon. Écoutez, la suite, c'est le 3e tour. Désormais, les étalons intègrent donc la phase de poule.
Il y aura 5 poules et les premiers de chaque poule seront qualifiés donc pour Russie 2018. Le chemin, il est encore long. On reparlera de football avec les étalons que lors du mois de mars prochain, parce qu'il y a une grosse trêve internationale qui va intervenir. On aura le temps de régler tous les petits problèmes, on l'espère, et puis revenir en mars pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique aussi, qui seront en même temps au rendez-vous. Écoutez, il y a du chemin. Le football burkinabé était à son tournant ce soir ici au stade du 4 août, parce que perdre ce match-là, ce serait être absent des éliminatoires de la Coupe du Monde, comme vous l'avez dit, Russie 2018. Dit qu'en 2014, on était tout près d'aller au Brésil. C'était ce match à Blida qui nous est resté au travers de la gauche. On est qualifié. On attend le mois de mars pour parler de football avec les étalons. Et puis on pensera tranquillement nos plaies. On essaiera de mettre les choses en place pour repartir de plus belle bientôt. Voilà, merci à vous, Lassina Savadoro. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, je ne vous confonds pas avec le caméraman Lassina Ouattara. Merci pour toutes ces précisions et bon retour dans nos studios. La suite du journal, les juristes et les spécialistes des questions d'apatridie sont en concertation depuis ce matin à Ouagadougou. Ils réfléchissent aux solutions, aux éventuels cas d'apatridie au Burkina Faso. L'apatridie fait référence à la situation qu'aucun État ne reconnaît comme l'un de ses citoyens un individu. Le point avec Issa Kafando et Evelyne Dabiré. Personne a droit à une nationalité. C'est en substance l'esprit de la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie. Et c'est autour de cette convention que les hommes de droit se réunissent en vue d'analyser la nécessité, l'opportunité et les enjeux de la ratification de cette convention par le Burkina Faso. En matière de législation, on légifère surtout pour l'avenir. Donc il est important de nous conformer, de ratifier donc cette convention pour que dans l'avenir, lorsque d'autres types de législation viendraient à être prises, il n'y ait pas de difficulté pour nos nationaux. Dans le monde, ce sont des dizaines de millions de personnes qui vivent sans nationalité. Une situation d'apatridie qui a des conséquences. Ça a de graves conséquences parce que la personne n'a pas de pièce d'identité nationale, la personne n'a pas de certificat de nationalité, ses enfants ne peuvent prétendre à la fonction publique d'aucun pays. Et donc, les conséquences sont innombrables et en cascade. Et il va transmettre donc cette situation à ses enfants. À travers des échanges et des concertations, cet atelier de 48 heures va proposer des solutions afin de mettre en place un schéma juridique pour parer à ce phénomène. L'artiste musicien grec revient au devant de la scène musicale avec son deuxième album intitulé Ya Parlé, qui signifie c'est nouveau en français. Cet album comporte 14 titres et évoque les thèmes de l'amour et de la paix. La présentation de l'album avec Nongba Kouda et Hervé Kabori. Ya Parlé, c'est-à-dire c'est nouveau, est le titre du nouvel album de Greg. Après le succès de La Fila Boumfan sorti en 2012, l'artiste revient sur le marché discographique avec cet opus de 14 titres. L'album est présenté ici à la presse à cette soirée dédicace à l'allure d'un concert. Je suis bien sonnée, je suis sonnée positivement parce qu'il nous a fait voyager tout à l'heure. On est très contents et une bonne surprise qu'on a eue ce soir d'avoir écouté le deuxième album. C'est vrai qu'il est resté dans le même registre, mais c'est quoi l'amour? C'est la chose la plus importante dans la vie. À travers Ya Parlé, Greg veut transmettre le message de paix et d'un Burkina nouveau après tout ce que le pays a traversé. Ya Parlé tout simplement parce que le Burkina a traversé des péripéties. Voilà. Donc on a traversé ces péripéties et Dieu a tendu sa main, on a évité le pire. Donc moi je considère que c'est un nouveau Burkina qui prend son envol. Donc il y a Burkina Parlé, il y a Parlé. Dans cet album, le jeune artiste a fait des featuring avec des grands noms de la musique burkinabé tels que Malcolm Dicko Fils et Alif Naba. Le numéro 00 de Ya Parlé vendu aux gens chers à cette soirée a coûté 1 million de francs CFA.
Jetons à présent un œil sur les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Issa Lankwande. Le quotidien consacre son édito à la participation du Congrès pour la démocratie et le progrès à la campagne pour les législatives. Le journal constate que l'ex-parti majoritaire et ses alliés d'hier ont jeté leur va-tout dans la campagne avec affiches et meetings, mettant ainsi un terme aux supputations, évoquant l'impossibilité pour ce parti de mener des activités publiques après ces turpitudes qui ont conduit à l'insurrection et au putsch manqué. Malgré ce passif, le CDP bat bien campagne et tout se passe bien. C'est cela aussi l'inclusion, note le quotidien. Le journal y voit là une forme de rejet de l'intolérance par les Burkinabés. La preuve, poursuit le journal, la possibilité est offerte au CDP et à l'ADF-RDA de battre campagne sans encombre et sans rencontrer l'hostilité des populations. Mais en attendant, conclut le quotidien, rien que la possibilité pour le CDP et compagnie de battre campagne en toute quiétude est déjà une marque de grandeur du peuple burkinabé. Attentat de Paris, Hollande dégaine la grande artillerie à Versailles, titre aujourd'hui au Faso. Le journal revient sur les mesures prises par l'Hexagone pour contrer Daesh et le terrorisme. Et ces mesures se résument en deux types d'arsenaux, les armes à feu et celles législatives, écrit le journal. La France en riposte déverse un déluge de bombes sur Raqqa, le fief de l'État islamique, et ne compte pas s'arrêter et déploiera des armes juridiques allant jusqu'à modifier sa constitution. Une inflexion voulue par les partis de l'opposition à laquelle Hollande a cédé, note aujourd'hui au Faso. Ce qui fait dire à l'observateur Palga que la France marque un coup de barre sécuritaire à droite. Flamby s'en va en guerre, écrit l'Obs. Jugé mollasson, indécis, le président Hollande semble s'être découvert une poigne depuis les attentats du 13 novembre. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.